Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro d'Au Quotidien de la semaine. Pendant une demi-heure, nous serons ensemble avec au programme dans un instant le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 avec Alain Moreau, nous évoquerons l'histoire de l'abbaye Saint-Vincent au Mans en ce jour de célébration des Vincent. Mais pour démarrer, c'est le journal en ce 22 janvier, on y va. Un journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, c'est la première ville de Sarthe à franchir le pas. Coulennes fournit gratuitement des protections hygiéniques pour les femmes les plus précaires. Direction Noyen-sur-Sarthe à la rencontre de Mathéo Guillon. Le jeune homme écrit un livre d'histoire sur sa commune. Nous verrons ça dans un reportage. Et puis, est-ce bientôt la fin de l'instruction à domicile pour tous? Un projet de loi inquiète les parents qui pratiquent l'école à la maison. À la maison, Cilia Roussel, présidente de Libre à l'Ouest et maman de 2 enfants, est sur notre plateau pour en parler avec nous. Mais on ouvre ce journal avec un point sur la campagne vaccinale. Depuis lundi, nous vous parlons de la campagne de vaccination lancée partout en France et aussi chez nous, en Sarthe. Sachez que si vous êtes éligible à cette injection, à savoir que vous avez plus de 75 ans ou êtes une personne à risque, eh bien les plannings sont complets jusqu'en mars prochain. Il ne reste plus aucun créneau de libre dans les 7 centres sartois actuellement ouverts. Dans un communiqué, la préfecture demande donc aux Sartois de faire preuve de patience, de ne plus appeler les centres de vaccination dont les standards et plateformes téléphoniques sont saturés. Un 8e centre doit ouvrir à l'hôpital du Mans le 25 janvier. D'autres devraient suivre, assure Patrick Dallène, le préfet de la Sarthe. Un chiffre à présent dans ce journal, 1 800 €. Oui, vous savez ce que c'est Aurélien? Non. C'est le budget moyen consacré par une femme tout au long de sa vie en protection hygiénique. Un budget conséquent, donc pas à la portée de toutes les bourses. Ce jeudi, lors de son conseil municipal, la ville du Mans a soumis l'idée de les fournir gratuitement aux plus précaires. Un projet est en cours au sein de la municipalité pour lutter contre la précarité menstruelle. Mais vous allez le voir, dans la commune voisine de Coulennes, ce projet est devenu concret. La ville propose déjà gratuitement aux plus démunis de donner des protections. Margot Bianco a suivi pour nous la première distribution aux bénéficiaires de l'épicerie solidaire. 2 protections nuit et il vous faut 2 protections jour. À Coulennes, la précarité menstruelle n'est plus un tabou. Dans le cadre du contrat de ville, 4 000 € de l'État sont consacrés à l'achat de protections hygiéniques. Elles seront distribuées gratuitement aux femmes les plus précaires. C'est une action d'abord d'égalité entre les hommes et les femmes parce que les hommes n'ont pas acheté ce genre de produits. Et puis c'est aussi une mesure de justice sociale parce que vous savez, certaines femmes parfois sont à 1 € près à la fin du mois et elles se privent de ces serviettes hygiéniques qui sont totalement indispensables. Chaque mois, c'est 300 boîtes de serviettes et tampons mises à disposition à l'épicerie solidaire et bientôt aussi des protections réutilisables. Ça nous aide surtout avec la situation où nous sommes actuellement avec la petite crise économique entre parenthèses. Ça nous aide un peu. Ici, du côté ce qu'on appelle épicerie, la personne paye 25% du prix réel de l'article. Pour le moment, 114 Coulennaises bénéficient de cette gratuité. La sélection est effectuée par le Centre communal d'action sociale. Pour une femme aussi, c'est pas évident de venir chercher des protections périodiques. Et il faut aussi que ça se fasse de bouche à oreille et que nous, on soit là régulièrement pour les en informer et puis rappeler ce dont elles ont besoin, mais les besoins qu'on met aussi à leur disposition. Autre accompagnement possible à l'épicerie solidaire, des ateliers pédagogiques sur la santé féminine. Ils sont dispensés par des sages-femmes du centre de planification de l'hôpital du Mans. Au volet des faits divers, Hélène, des tirs de mortier ont été entendus en plein cœur d'Allonnes. Cela s'est passé mercredi soir sous les yeux des riverains, place du Mail vers 18h, alors que des forces de l'ordre accompagnaient des agents CETRAM pour des contrôles. Ils ont été visés par des tirs nourris de mortier. Une intervention aurait été trop dangereuse pour les policiers, alors aucune interpellation n'a eu lieu. Par ailleurs, aucun blessé n'est à déplorer. Allez, place à l'invité de ce journal, c'est Cilia Morel, la présidente de Libre à l'Ouest. Cilia Morel, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, je vais préciser ce que c'est Libre à l'Ouest. Donc vous êtes la présidente d'un groupe de famille dont le point commun c'est de pratiquer l'instruction en famille. C'est donc l'école à la maison. Tout est bon?
Tout à fait, c'est bien ça. Depuis plusieurs mois, vous vous mobilisez contre un projet de loi, un projet qui veut conforter donc le respect des principes de la République. Je le lis, c'est surtout pour l'article 21 que cela vous pousse à manifester, car il pose les dispositions relatives à l'instruction en famille. Concrètement, sauf motif valable, d'ici la rentrée prochaine, fini l'école à la maison pour tous. Concrètement, ils seront où vos 2 enfants à la rentrée prochaine ? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment parce que la loi n'est pas encore votée. Le système législatif français est bien à la... Enfin, ce sont les parlementaires qui votent la loi. Aujourd'hui, c'est en chambre parlementaire, c'est en discussion. Donc, on attend déjà les avis des députés et des sénateurs avant de prendre une décision. On est encore aux prémices de ce projet de loi, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes mis vent debout contre cet article 21 ? Alors, nous sommes attachés aux valeurs de la République, contrairement à ce que peut laisser penser cet article de loi. Donc, vous vous êtes senti un peu mal considéré en lisant ce texte, si je lis bien du coup ? Disons que ça pose 2 soucis. Le premier souci, c'est que ça touche directement à une liberté fondamentale qui est le droit de choisir l'instruction pour ses enfants. Aujourd'hui, en France, on a le choix entre l'école publique, l'école privée, l'école hors contrat ou l'instruction en famille. Là, on est en train de clairement... restreindre le droit d'instruire nos enfants directement en famille. Donc, ça touche déjà à la liberté. Donc, ça, c'est une première chose qui a valeur constitutionnelle. Donc, c'est aussi pour ça que beaucoup de députés ont déposé des amendements de suppression pour cet article de loi, qui est inconstitutionnel. Et deuxième chose, le but visé, le but recherché, à notre sens, ne sera absolument pas atteint avec cet article de loi. Il y a des exceptions qui ont été inscrites dans ce texte, donc l'état de santé de l'enfant, son handicap, l'itinérance de la famille, si l'école est loin du domicile de l'enfant, ce sont des exceptions qui lui permettraient de poursuivre l'instruction à domicile. C'est pas assez clair pour vous, ces exceptions ? Alors, c'est complètement clair. J'ai bien compris l'idée du gouvernement en faisant cet article de loi. Mais ça ne rentre pas pour vous, pour votre condition. Exactement. C'est-à-dire que lorsque les parents font ce choix sans stigmatiser l'enfant d'une certaine particularité, ils n'auront pas le droit de continuer cette instruction. Donc pour nous, ça pose un réel souci et un réel souci aussi de socialisation pour les enfants qui vont pouvoir continuer d'être instruits en famille. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que le groupe d'instruction en famille qui, en fin de compte, nationalement se gère à peu près pareil. Ce sont des rencontres entre familles, entre enfants qui permettent de socialiser l'enfant. Nous sommes complètement intégrés dans la société, dans la cité. Nous faisons des activités culturelles, sportives avec les enfants. Autant que s'ils étaient scolarisés en école. Tout à fait. Et donc, en fin de compte, on permet aussi cette inclusion des enfants qui sont porteurs de handicap ou des enfants qui sont porteurs de particularités pour lesquels le système école ne convient pas. Et donc, en fin de compte, pour nous, l'instruction en famille permet la résilience du système et permet surtout d'avoir accès pour tous les enfants à une instruction, et c'est ça qu'on défend. Est-ce que aussi ça signifie que si ça passe, ce texte, de scolariser des enfants qui, vous le dites, ne rentrent pas dans les cases et qui seraient plus malheureux, c'est ça aussi que vous expliquiez dans vos manifestations ? Bien sûr, ça pose la question de toute façon, parce que soit on veut faire rentrer notre enfant dans une case et il faut faire toute une démarche pour qu'il soit marqué d'une particularité pour rentrer dans les cases. C'est stigmatisant et c'est excluant. Nous ne souhaitons pas ça pour les citoyens français de façon globale et pas pour nos enfants. Qu'est-ce que ça apporte de plus à vos enfants d'avoir cette scolarisation ? Alors, je crois qu'on ne peut pas se positionner en plus ou en moins. C'est un choix, c'est une différence, ça c'est une évidence. Maintenant, les clés d'entrée pour faire instruction en famille sont très diverses. Il y a vraiment le choix des parents parce on devient parent quand notre enfant naît et qu'on a des certitudes qui s'effacent et on découvre des nouvelles choses, on essaie, ça fonctionne. Chouette. Maintenant, ça c'est quand les parents font ce choix dès le début, de façon pour respecter les rythmes physiologiques, les rythmes d'apprentissage des enfants. Mais ça peut être aussi des parents qui, en fin de compte, leur enfant n'est pas bien à l'école. Et ce n'est pas une critique de l'école, c'est simplement qu'un système pour 12 millions d'enfants, c'est difficile de s'adapter à 12 millions d'êtres particuliers. Et donc, on est sur, cette fois-ci, une instruction moins choisie mais pour autant tout aussi qualitatif pour les enfants. Alors, juste un dernier mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, ça fait plusieurs mois que vous vous mobilisez. On a vu d'ailleurs des images où vous avez suivi lors d'un reportage il y a quelques mois. Ce samedi, il y a eu une manifestation. C'est quoi la suite du programme ?
La suite du programme, c'est on alerte les députés, les sénateurs, qui certains relaient notre inquiétude en chambre parlementaire. C'est peut-être une mobilisation plus nationale aux alentours de la date de vote de cet article de loi en Assemblée. Et puis après, on avise. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer tout ça. Allez Hélène, vous allez nous raconter une belle histoire à présent. En plein confinement, Mathéo Guillon, 17 ans, se rend dans une bibliothèque partagée de Noyens-sur-Sarthe. Et dans l'un des ouvrages, le lycéen découvre un marque-page oublié. C'est une photo d'un jeune garçon en noir et blanc, vous le voyez à l'image. Il lance alors un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver le protagoniste photographié. Et la magie opère rapidement grâce aux médias qui relaient l'information. Sur Facebook, le fils du garçon de la photo trouve l'article de presse et entre en contact avec Mathéo, invité à rencontrer donc André Brault. C'est lui sur la photo qui date de 1953. Ce Noyennais, aujourd'hui âgé de 79 ans, avait 11 ou 12 ans sur ce cliché d'époque que sa femme a tout simplement oublié de retirer de son livre, déposé ensuite dans la cabine de livres de la ville. Alors à 17 ans, Mathéo Guillon se passionne pour l'histoire de sa commune, qui est donc Noyens-sur-Sarthe. Alors dès le premier confinement, entre deux cours, par visioconférence, le jeune en classe de terminale décide de se lancer dans l'écriture d'un ouvrage sur les personnalités notables et le patrimoine bâti qui ont fait sa commune. Portrait de ce tout jeune historien avec Margot Bianco. Donc là on est devant l'église Saint-Germain et donc en 1870, en sortie de messe, il y a une des aiguilles de l'horloge qui est tombée et qui a embroché dans le crâne d'une dame de Noyens. Cette anecdote, elle figurera dans l'ouvrage que Mathéo rédige. Curieux et attaché à la transmission de savoir, le lycéen se plaît à découvrir les secrets d'histoire de Noyens-sur-Sarthe. Déjà au début, quand j'avais des questions, j'ai posé mes questions à la mairie, comme pas mal de gens feraient, je pense. Et vu qu'ils n'avaient pas forcément toutes les informations, ils m'ont guidé vers Monsieur Reuss, qui est un ancien instituteur à la retraite de Noyens, et qui est un peu l'historien local par excellence, quoi. Et donc c'est lui qui répondait à mes questions par mail, et au fur et à mesure, je lui posais plus de questions, parce que je lui en posais tellement, j'avais l'impression de l'embêter, quoi. Donc je me suis mis à bien chercher tout seul, à découvrir des nouveaux sites, que des personnes qui s'y connaissaient, elles connaissaient ces sites, mais moi je les connaissais pas, vu que j'étais un novice un peu dans la matière. Pas de date de sortie, aucune limite pour le nombre de pages. Le jeune historien souhaite viser un large panel de Noyennais. Des images d'archives viennent appuyer les textes du futur bouquin. C'est plus informatif. Moi, je ne traite pas d'informations. Je ne vais pas me dire je ne mets pas cette information parce que c'est un point négatif de la personne. Enfin, il y a des limites aussi, mais par exemple, il y a un ancien maire de Noyens qui a été assez sympathisant avec les Allemands pendant la Seconde Guerre. Mais je vois pas pourquoi on devrait cacher ça, parce que ça fait partie de l'histoire, on peut pas refaire l'histoire, quoi. Pour financer l'édition, un système de sponsoring avec les commerces de la ville est envisagé. Il y a plein de personnes âgées qui ont des souvenirs, et il faut pas hésiter à leur demander, à leur poser des questions avant qu'ils disparaissent, quoi. Pour pas qu'ils emmènent avec eux leurs souvenirs, et puis aucun souvenir n'est à négliger, tous les souvenirs ont une importance. Mathéo continue d'étoffer son projet grâce à votre soutien. Un hommage, Hélène, pour terminer ce journal. L'auteur français Jean Graton, père de la bande dessinée Michel Vaillant, est décédé ce jeudi. Une série à succès qui comptait les aventures d'un pilote de course automobile. Il était aussi un fidèle des 24 heures du Mans. D'ailleurs, en 2002, un hommage lui avait été rendu avec une exposition dans le village des 24 heures. Jean Graton avait 97 ans. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub. Votre météo du week-end. On se retrouve juste après. Ne bougez pas.